travaille donc au CHU. Donc, on va reprendre avec une présentation du docteur Pauline Orquevaux qui travaille au CHU de Reims, qui est une ville qui me tient à cœur puisque je suis native de Reims et que je suis passée comme externe dans le service du professeur Pénafort dans un autre temps. Donc, le docteur Pauline Orquevaux est praticien hospitalier. Elle travaille donc dans le service de médecine interne et d'immunologie clinique des professeurs Servettaz et du professeur Pénafort, mais qui, à ma connaissance, aujourd'hui, a arrêté son activité. Au CHU de Reims, elle appartient également au Centre de compétences des maladies auto-immunes et systémiques rares. Elle prend en charge les maladies auto-immunes au cours de la grossesse. Elle réalise des activités de consultation de médecine interne et de grossesse et elle est membre du GR2. Donc, nous allons vous écouter sur une présentation autour de l'auto-immunité et le désir de grossesse. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre invitation et puis je remercie Monsieur Pénafort qui est effectivement en train de cesser progressivement son activité, de m'avoir proposé de parler aujourd'hui donc d'auto-immunité et de désir de grossesse. Alors je vais partager mon écran et je vais me mettre, alors je ne vois pas le diaporama. Il faut que vous vous mettiez en plein écran. Sur votre écran, oui. En mode diaporama, ah oui. Et activer le contenu aussi, je pense. Oui. Alors, ça devrait aller mieux comme ça. C'est bon, vous voyez bien l'écran? Là, ça y est. Parfait. Donc, en tant qu'interniste, je vais forcément vous parler du lupus systémique et du principe de consultation préconceptionnelle qui est essentiel pour le bon déroulement de ces grossesses. Et puis, je vous dirai quelques mots de contraception, de fertilité et d'assistance médicale à la procréation. J'espère que je vais répondre à quelques questions qu'on a évoquées auparavant. Donc, bon, vous le savez, la question de la grossesse est fréquente au cours du lupus puisqu'elle touche essentiellement des femmes jeunes en âge de procréer, entre 25 et 45 ans, avec une prévalence de 43 pour 100 000, qui est au seuil de définition des maladies rares. Mais bien sûr, elles peuvent aussi toucher l'homme plus exceptionnellement et aussi ainsi que des débuts pédiatriques. On a amélioré considérablement le pronostic de ces grossesses au cours des dernières décades en identifiant des facteurs prédictifs de mauvais pronostic qu'on verra ensuite et en programmant ces grossesses par le biais de consultations préconceptionnelles et en prenant bien sûr main dans la main en charge ces grossesses. Bien sûr, le traitement et l'identification du SAPL a considérablement amélioré le pronostic. Ça vient greffer vraiment le pronostic fœtal. Malgré tout, il s'agit de grossesses qui restent à risque, avec dans certains papiers des mortalités qui peuvent s'élever jusqu'à 20 fois par rapport à la population générale et qui est sûrement aujourd'hui un peu moindre. On le verra ensuite grâce à la programmation de ces grossesses. Quelques rappels de physiopathologie. Bon, la grossesse est un très beau modèle de ce myélographe fœtal et le système immunitaire maternel va induire un état de tolérance pour tolérer les antigènes paternaux qui constituent pour moitié le fœtus, avec donc une polarisation TH2, également un nombre de lymphocytes T régulateurs qui va augmenter considérablement. Et puis, il y aura des cellules NK aussi qui vont se modifier afin d'éviter la toxicité du système immunitaire, à la fois sur le plan utérin, au plan local, mais aussi au plan systémique. On aura une réponse anti-complément et puis une expression différente des antigènes HLA en fonction de leur expression au niveau fœtal et ainsi qu'au niveau trophoblastique. Alors, il va y avoir une unité fœtoplacentaire qui est totalement autonome et qui, en sécrétant les hormones sexuelles, va donc influencer cette réponse immunitaire. Donc, il y a une véritable communication entre les systèmes immunitaires et hormonaux. Et on sait aussi que le lupus est entre autres une maladie à polarisation TH2. Donc, on comprend pourquoi cette période de la grossesse va être délicate avec un risque d'exacerbation du lupus pendant la grossesse. On sait aussi qu'il peut y avoir une placentation pathologique en raison d'une réponse TH2 inadéquate au cours du lupus, avec des lésions plus fréquentes de vasculopathie, de thrombose et d'infarctus. Et puis, bien sûr, le SAPL en lui-même va avoir une toxicité directe par le biais de ses auto-anticorps envers les cellules trophoblastiques, l'annexine 5 notamment, en plus d'un état d'hypercoagulabilité
coagulabilité qui est physiologique au cours de la grossesse. Alors, quels sont les risques encourus qu'on abordera bien sûr en consultation préconceptionnelle? Tout d'abord, l'effet de la grossesse sur le lupus, on vient de le voir, va essentiellement exposer les patientes à des poussées maternelles. Et le lupus, l'effet du lupus sur la grossesse par le biais du placenta va exposer les patientes avec des anti-SSA au lupus néonatal, on verra, qui est en fait un risque très mineur, et surtout des complications plus fréquentes, donc placentaires essentiellement, il y a de la malplacentation essentiellement, en fonction de la présence d'un SAPL associé, syndrome des antiphospholipides, ou même d'une biologie antiphospholipide seule, sans manifestation clinique préalable, obstétricale ou thrombotique, mais qui vont exposer à des complications de malplacentation que sont l'hypertension artérielle gravidique, la prééclampsie, le HELLP syndrome, l'hématome rétropplacentaire et aussi le mauvais pronostic fœtal avec les fausses couches, les morts fœtales in utero, le petit poids pour la gestationnelle, le retard de croissance ainsi que la prématurité. Alors, quels sont les différents facteurs de risque de ces complications potentielles? Alors, les poussées de lupus, tout d'abord, ils sont assez fréquentes globalement dans une méta-analyse. C'est un chiffre qui est retrouvé dans d'autres études. Il y a à peu près une patiente sur 4 qui va présenter une poussée au cours de la grossesse, mais aussi au cours du 4e trimestre de la grossesse, qui est le postpartum, où il faut continuer à être vigilant, puisque les modifications immunologiques ne vont pas totalement se rétablir. Ce n'est pas un effet on-off, c'est progressif, bien sûr. Fort heureusement, ces poussées sont le plus souvent légères à modérées et on va pouvoir les traiter très facilement. Mais elles peuvent parfois être sévères, jusqu'à 30% des cas, avec des manifestations hématologiques et rénales. Alors, quels sont les facteurs de risque de ces poussées au cours de la grossesse? Alors, c'est très largement démontré dans de nombreuses études. C'est essentiellement l'activité de la pathologie dans les 6 mois qui précèdent la conception. Donc, on va exiger une stabilité préalable de la maladie avant la conception. L'absence de traitement par hydroxychloroquine également est un facteur de risque majeur de poussée et c'est aussi un traitement vraiment indispensable au cours du lupus pour de nombreuses raisons, pour éviter des atteintes d'organes nobles notamment. Et puis, on sait aussi que les patients qui présentent une atteinte rénale préalable sont plus à risque de présenter des poussées, de même que celles qui ont un complément consommé ou une thrombopénie. Alors maintenant, sur le versant fœtal, alors on l'a vu, on a amélioré le pronostic considérablement avec des fausses couches qui étaient présentes dans quasi 50% des cas dans les années 60 et qui aujourd'hui, en cas de grossesse programmée au cours du lupus, sont superposables à la population générale. Et puis la mort fœtale est absente en cas de lupus stable et peut s'élever à 23% en cas de lupus actif, ou bien jusqu'à 37% en cas de lupus contemporain de la grossesse. Et puis donc le syndrome des antiphospholipides, on l'a vu tout à l'heure, qui est de pronostic redoutable sans traitement, avec jusqu'à 90% de mortalité. À l'inverse, on a 80% de naissances globalement en cas de traitement adéquat. Et dans une cohorte d'un médecin espagnol, on avait 16% de fausses couches, 5% quasiment de mort fœtale et 48% de retard de croissance in utero. Et globalement, aujourd'hui, on a entre 85 et 90% de naissances vivantes dans le lupus. Alors, vous allez voir, les facteurs de risque de mauvais pronostic sont toujours les mêmes. Donc là, pour la malplacentation sur le versant fœtal, c'est toujours l'activité du lupus avec la présence d'un syndrome des antiphospholipides. Et on sait surtout que l'anticoagulant circulant est très placento et fétotoxique, plus que tout autant que les malades qui sont triple positifs. La biologie antiphospholipide seule également est un facteur de risque de complications fœtales, de même que l'antécédent de thrombose également vasculaire, donc artérielle ou veineuse, en cas de syndrome des antiphospholipides défilés. Ça tombe sous le sens. Des Dopplers ombilicaux et utérins normaux sont le reflet de la qualité vasculaire placentaire et donc du risque de mortalité fœtale. Et puis là encore, l'atteinte rénale préalable peut créer le pronostic fœtal. La prématurité est plus fréquente, jusqu'à 40%. Là encore, l'activité du lupus, le SAPL et puis bien sûr d'autres facteurs qu'on retrouve en dehors du lupus comme l'hypertension, la prééclampsie
Le retard des croissances également entre 5 et 35% avec l'hypertension, l'atteinte rénale et bien sûr les antiphospholipides. Alors, sur le versant maternel, maintenant, quels sont les facteurs de risque qui vont favoriser l'hypertension et la prééclampsie, qui s'élèvent respectivement à 16 et 22%, donc qui sont plus importantes que chez les patientes sans lupus. Là encore, l'atteinte rénale, le SAPL, notamment, vous savez que le SAPL est un des premiers facteurs favorisant la prééclampsie. C'est pour ça qu'on développe des consultations de médecine interne et grossesse afin de dépister cette pathologie au cours des prééclampsies qui sont volontiers précoces, bien sûr, et sévères, antécédents de prééclampsie également, et puis encore l'atteinte rénale, l'activité du lupus, bien sûr, la thrombopénie, et puis l'étude Promise qui a mis en évidence une mutation à l'état hétérozygote comme facteur prédisposant les prééclampsies sur les protéines du complément. Alors, quelques mots du lupus néonatal. Il faut franchement rassurer les patients. Donc, c'est lié aux anti-SSA-SSB qui présentent un lupus et cette complication alors, a deux visages. D'abord, l'atteinte cardiaque qui est la plus redoutable et qui n'est pas toujours de très bons pronostics avec le bloc auriculo-ventriculaire congénital qui peut être complet, qui est découvert donc in utero et qui est vraiment très faible chez les patients lupiques, probablement grâce à la programmation de ces grossesses et surtout à la prise de plaquenil, avec aussi des risques de fibroélastose, de cardiomyopathie dilatée et puis à la naissance, un risque d'allongement du QT. Alors bien souvent, les BAV sont mis en évidence chez des femmes asymptomatiques où on découvre fortuitement le BAV ainsi que les anti-SSA, elles ne vont pas forcément développer de maladie auto-immune ensuite. En cas d'antécédent de BAV congénital, là, le risque au cours d'une prochaine grossesse est plus élevé, entre 5 et 26%. Malheureusement, il n'y a pas de traitement efficace du BAV une fois que celui-ci est constitué. Mais par contre, en cas de grossesse future, l'hydroxychloroquine diminue le risque de récidive. Donc, cette atteinte est liée lors de l'apoptose des myocardiocytes fœtaux entre 16 et 26 semaines d'aménorrhée, à une surexposition d'antigènes SSA sur le vaisseau de His, et puis il peut y avoir donc une lésion des anti-SSA sur ces antigènes avec des lésions inflammatoires ensuite qui vont donner cette dissociation atrio-ventriculaire. Il y a probablement des prédispositions génétiques individuelles. Alors, le lupus néonatal, qui est d'excellents pronostics avec des déclinaisons sans séquelles et qui est lié à une persistance des anti-SSA dans le sang du bébé, donne essentiellement des atteintes cutanées qui ressemblent au lupus cutané subaigu, comme on peut le voir sur cette photo. Donc, il faut prévenir les mamans pour cette complication plutôt vraiment peu fréquente. Et puis, il faut dépister aussi les potentielles complications hématologiques et hépatiques, mais qui sont là encore souvent peu sévères. Donc, vous comprenez bien, devant cet exposé de risque, il faut éduquer la patiente au plus tôt, dès le diagnostic de lupus, au fait que la grossesse va être une situation délicate et qu'il faut qu'elle nous fasse part de ce projet. On programme ensemble la grossesse afin de mettre toutes les chances de son côté. Donc, on va réaliser des consultations préconceptionnelles où on va bien sûr rechercher les principales contre-indications ainsi que les facteurs de risque de complications, adapter les traitements et puis proposer des stratégies personnalisées de surveillance et adjoindre des mesures associées, vous connaissez tous. Alors, sachant que les mamans, leur inquiétude principale, c'est est-ce que mon enfant risque des complications majeures, alors tout en sachant que les malformations ne sont pas du tout l'apanage du lupus, et est-ce que je vais transmettre la maladie à mon enfant? On leur explique bien qu'il n'y a pas de malformation anatomique dans ce contexte auto-immun, en dehors bien sûr des expositions à certains traitements, et qu'il n'y aura pas de dépistage ni de transmission forcément verticale du lupus, mais qu'elles ont, surtout si elles ont des filles, un léger sur-risque de développer une maladie auto-immune. Il y a bien sûr des formes familiales qui sont décrites de lupus, mais on les rassure sur ce point. Alors, on prend différents aspects, mais on l'a déjà bien vu. Donc, la maman avec son lupus et ses possibles séquelles d'organes, on va systématiquement rechercher la présence d'une biologie antiphospholipide ou d'un SAPL, d'anti-SSA et SSB. Et puis, par le biais placentaire, on va évaluer le risque fœtal et bien sûr, on va y intégrer les thérapeutiques.
Alors, les contre-indications absolues aux grossesses, elles sont assez évidentes, hein. C'est évidemment des atteintes d'organes, alors cardiaques, avec une hypertension, une cardiopathie, une valvulopathie sévère, une hypertension pulmonaire, évidemment, qui ne sont pas contrôlées, une insuffisance respiratoire sévère, une insuffisance rénale chronique avec une clairance ABC en dessous de 30 ml par minute, et bien sûr, une poussée présente ou de moins de 6 mois lorsqu'elle est modérée, ou jusqu'à 1 an, bien sûr, quand elles sont sévères. On a besoin de prendre du temps dans ces cas-là pour autoriser un projet de grossesse. Bien sûr, un AVC de moins de 6 mois si on a un SAPL associé, et une prééclampsie sévère et précoce ou un L syndrome dans les 6 mois précédant la grossesse. Les facteurs de risque, vous l'avez compris, hein, c'est l'activité du lupus et les séquelles au niveau des différents organes, le SAPL associé ou la biologie antiphospholipide, les anti-SSP, et bien sûr, on va intégrer les antécédents obstétricaux afin d'adapter au mieux la prise en charge et la stratégie thérapeutique. Donc, à l'issue déjà de cette première identification, on a 3 profils de patientes qui se dégagent. Le premier étant un lupus en rémission donc depuis plus de 6 mois avec une activité stable ou franchement faible, non significative, où on va potentiellement adapter des traitements si nécessaire, et là on va donner un feu vert immédiat ou assez rapide pour la grossesse. Ou bien le lupus est diagnostic récent et reste encore actif et il faut décaler de quelques mois le projet de grossesse. On maintient ou on introduit une contraception, on adapte les traitements et on va décaler le feu vert dans un délai acceptable qu'on va bien évidemment exposer à la patiente. Et puis, le dernier cas de figure est la poussée sévère ou l'altération de la fonction d'un organe qui fait franchement différer, voire déconseiller le projet de grossesse. Alors, on va adapter les traitements, et là, je crois qu'il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet juste avant. Alors, vous connaissez bien sûr les traitements qui sont contre-indiqués, je ne vous les rappelle pas. C'est vrai que pour ce qui concerne notamment le mycophénolate mofétide, bien souvent, on ne l'arrête pas uniquement sans faire un relais, en fait. Hein, souvent, c'est c'est mis en place pour des atteintes quand même sévères de la maladie, donc on va plutôt le remplacer par un autre immunosuppresseur. Et il est admis de façon probablement un peu arbitraire, mais on peut expliquer qu'il faut switcher donc par l'Immurel et se laisser un délai de 3 mois avant une grossesse. Alors bien sûr, on l'a vu, la nuit d'élimination est censée raccourcir ce délai, mais c'est un temps qui nous permet de voir si le changement de molécule ne déstabilise pas la pathologie. Pour le méthotrexate, souvent les indications, c'est plutôt des atteintes articulaires, donc potentiellement des lupus cutanés qui sont moins sévères. Donc là, le délai il est stratifié en fonction de chaque patiente. Et puis souvent, le cyclophosphamide est mis en place quand même pour des atteintes relativement sévères. Donc, il est franchement rare qu'on donne un feu vert rapide à une patiente qui est sous endoxant. Thalidomide, évidemment, qui est surtout prescrit dans les atteintes cutanées sévères du lupus, les AVK, évidemment, qu'on arrêtera en début de grossesse, les antihypertenseurs, les IEC, les AZARA2 étant contre-indiqués, sachant qu'ils peuvent être prescrits aussi comme antiprotéinuriques dans les atteintes rénales, les biphosphonates étant déconseillés. Bon, je pense qu'il peut y avoir débat. Et puis, alors, les biothérapies, on sait aujourd'hui que si une patiente nécessite absolument un traitement par belimumab, qui est la principale biothérapie prescrite dans le lupus, et qu'il est délétère pour elle de l'arrêter, celle-ci peut bien sûr être poursuivie au cours de la grossesse et au cours de l'allaitement, bien sûr en accord toujours avec les conseils précieux du CRAD qu'on peut contacter et qui nous donnent toujours des avis très, très, très rapides. Donc, les traitements autorisés, bien sûr, c'est la corticothérapie la plus faible possible, idéalement entre 7,5 mg, le plaquenil qui doit être poursuivi de façon indispensable, et puis, quand c'est nécessaire, les traitements immunosuppresseurs qu'on peut maintenir ou introduire sont l'azatioprine, la cyclosporine et le tacrolimus. Alors, c'est vrai, attention à l'azatioprine qui peut donner plus de réactivation ou d'infection à CMV et qui peut aussi exposer aux cholestases gravidiques.
Alors, on peut être amené aussi à mettre des immunoglobulines dans certains cas. Et puis, bien sûr, on verra après des traitements anti-agrégants plaquettaires ou anticoagulants si besoin, et on adapte les antihypertenseurs quand c'est nécessaire également. Alors, en pratique, au cours d'une patiente, chez une patiente qui a un lupus au cours de la grossesse, vous l'avez compris, hydroxychloroquine absolument indispensable, sauf contre-indication absolue, essentiellement ophtalmologique, hein. Plus ou moins une corticothérapie si un lupus est vraiment très peu actif et bien montré depuis des années sous plaquenil, on peut se permettre de mettre uniquement du plaquenil. Et puis, plus ou moins une corticothérapie, idéalement la plus faible possible, plus ou moins un traitement immunosuppresseur, c'est une atteinte d'organes préalable. Et puis, l'aspirine, on sait, est indispensable en cas d'antécédents obstétricaux qui justifient d'atteinte rénale, puisque, on l'a vu tout à l'heure, elle expose à un surrisque de complications placentaires. Évidemment, les antiphospholipides et le SAPL, qu'ils soient thrombotiques ou obstétricales, pour effectivement limiter ce risque vasculaire placentaire. Et aujourd'hui, les recommandations anglaises et américaines s'accordent pour dire que toute patiente qui présente un lupus est plus à risque de complications, et donc on peut leur proposer systématiquement de l'aspirine à dose anti-agrégante plaquettaire entre 75 et 160 mg, idéalement le soir, pour prévenir les complications vasculaires placentaires. Alors, au cours du syndrome des antiphospholipides, alors juste peut-être un rappel de définition. Alors, il y a la biologie antiphospholipide seule qui ne s'est jamais compliquée d'événements obstétricaux ou d'événements thrombotiques où là, de toute façon, les patientes doivent avoir de l'aspirine au long cours en prévention d'un éventuel risque thrombotique qui est plus élevé qu'en l'absence de cette biologie, et puis qui doit être poursuivi au cours de la grossesse pour éviter la toxicité placentaire. Alors, on a aussi la forme thrombotique où les patients ont thrombosé au moins une fois dans un territoire artériel ou veineux. Ils doivent être anticoagulés théoriquement à vie. Donc, chez ces patientes-là, qui sont des patientes quand même à haut risque de complications, bien sûr, on programme ensemble la grossesse et on va arrêter les antivitamines K qui doivent être donc poursuivies à vie avant 6 semaines d'aménorrhée. Donc, on peut, quand elles arrêtent leur contraception, prescrire des bêta-HCG mensuels afin d'arrêter au plus tôt les AVK. On va relayer, bien sûr, par une HBPM à dose curative, en dose poids qu'on sera amené à augmenter si besoin pour la grossesse. On peut céder de l'activité anti-10A. Et bien sûr, on va mettre l'aspirine en plus. Et aujourd'hui, il est admis aussi par les recommandations anglaises et américaines qu'on peut mettre de l'hydroxychloroquine qui a des propriétés anti-agrégantes, anticoagulantes et immunomodulatrices et qui limite sûrement le risque de complications au cours de la grossesse. Dans les formes obstétricales, donc soit des fausses couches répétées, soit mort fœtale ou malplacentation, évidemment, on poursuit l'aspirine qui est déjà mise en place au préalable avant la grossesse et on adjoint des doses préventives d'HBPM avec aussi l'hydroxychloroquine, sachant que dans ces recommandations, il ne propose pas d'HBPM à dose curative et de corticoïdes en l'absence de bénéfices démontrés, mais ça peut arriver de le faire en pratique en cas d'échec préalable de ce traitement standardisé et bien sûr aussi en contrôlant les autres facteurs de risque, évidemment, de malplacentation et de perte de grossesse, qui sont aussi nombreux. Alors, que faire en cas de poussée au cours de la grossesse ? Bien sûr, on maintient l'hydroxychloroquine et qu'on peut adapter au dosage de l'hydroxychloroquinémie, qui est le reflet en fait en partie de l'adhérence au traitement. L'introduire si bien sûr le lupus est diagnostiqué au cours de la grossesse. Et puis la corticothérapie, idéalement la plus basse possible, mais des grosses doses si elles sont nécessaires sont possibles, avec, on sait, un risque de rupture prématurée des membranes au-delà d'une certaine dose. Une possibilité d'avoir recours à un traitement immunosuppresseur compatible avec la grossesse, bien sûr, si besoin, afin de temporiser jusqu'à l'extraction de la grossesse. Et malheureusement, les interruptions peuvent être à discuter au cas par cas en cas de mise en jeu du pronostic vital maternel. Alors, la surveillance, elle va être quand même plutôt étroite. Alors,
elle est plutôt bien vécue par les patientes qui se sentent entourées et rassurées. Donc, il y a une balance évidemment entre l'obstétricien et la sage-femme qui vont voir la patiente de façon mensuelle, et puis l'interniste aussi en alternance. Sachant que chez des lupus vraiment peu actifs, on peut se contenter d'une consultation trimestrielle, mais bon, le plus souvent, on va quand même les voir de façon mensuelle ou toutes les 6 à 8 semaines. Alors, avec bien sûr une surveillance clinique évidente, on va rechercher les signes d'activité du lupus, et puis on va les surveiller mensuellement sur le plan biologique avec les fonctions hématologiques, rénales, hépatiques, les marqueurs de malplacentation, bien sûr les marqueurs de prééclampsie, d'atteinte rénale, d'inflammation. Et puis, on va surveiller au moins de façon trimestrielle les signes d'activité immunologique avec le complément et les anti-ADN natifs. Alors, bien sûr, le complément va augmenter de façon physiologique au cours de la grossesse. Et s'il se met à baisser, ça peut être un signe avant-coureur d'une éventuelle poussée. Il y a des travaux en cours pour essayer de déterminer vraiment un seuil minimal retenu pour évoquer une poussée. On va pouvoir aussi surveiller, bien sûr, le dosage de l'hydroxychloroquine et dépister le diabète gestationnel chez ces patients qui sont peut-être sûrement un peu plus à risque avec les doses cumulées de corticoïdes. Et bien sûr, la surveillance échographique est essentielle. Alors, elle va être au moins trimestrielle chez les patients qui vont vraiment bien, qui sont calmes, qui ont des lupus pas très actifs et pas très inquiétants. Et elle peut être aussi plus rapprochée, surtout quand il y a un syndrome des antiphospholipides, avec des croissances qui peuvent être surveillées parfois tous les 15 jours, avec bien sûr les Doppler qui sont indispensables. Et en cas d'anticorps anti-SSA, SSB, la surveillance intensive de l'échocardiaque fœtal tous les 15 jours entre 16 et 26 semaines d'aménorrhée. Et je pense abandonner en pratique puisqu'on ne dispose pas de traitement adéquat, et donc on propose un dépistage au niveau des bornes à risque de BAV. Bien sûr, quand il y a eu des antécédents, là, la surveillance est beaucoup plus proactive. Et bien sûr, la prise en charge est multidisciplinaire. Elle repose sur l'interniste, l'obstétricien, la sage-femme. Et puis, bien sûr, on peut faire intervenir les anesthésistes, les pédiatres et d'autres spécialistes d'organes, évidemment. Alors, les mesures associées, vous les connaissez toutes, les différents statuts sérologiques, la mise à jour des vaccinations, donc en amont de la grossesse, bien sûr, le BOL-copuche, la COVID-19, bien sûr, avec le risque de forme grave exacerbé par le 3e trimestre de la grossesse. Il y a quand même des femmes qui sont encore réticentes, alors que pourtant, elles ne sont pas anti-vaccins et plutôt d'un niveau intellectuel assez élevé, mais il y a cette peur irrationnelle de faire du mal à son enfant, surtout quand elles ont eu des pertes de grossesse préalables. On a du mal à les convaincre. La supplémentation vitaminique, bien sûr, en B9, donc qui peut aller de 0,4 à 5 mg en fonction de traitement préalable par méthotrexate, de diabète, la vitamine D, la supplémentation calcique, surtout quand elles sont à risque de prééclampsie, la supplémentation martiale, évidemment. On évaluera systématiquement la fonction thyroïdienne. Elles sont plus à risque d'avoir une thyroïdite auto-immune associée. Et on va les éduquer aussi aux mesures hygiénodététiques avec notamment ce risque de réactivation ACMV, surtout si elles sont en contact avec des enfants en bas âge, sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Le risque de l'hystéria de toxo, qui est quand même plutôt faible, elles respectent bien leur régime. Et puis, on va les sensibiliser aussi à tous ces autres facteurs de risque de mauvais pronostic fœtal avec la réduction pondérale qui est quand même très, très fréquente, le sevrage des toxiques, et puis on dépistera chez certaines patientes les hémoglobinopathies. Alors, en pratique, le management de l'accouchement, on va arrêter idéalement l'aspirine entre 35 et 37 semaines d'aménorrhée, par exemple pour les patients qui n'ont pas de biologie antiphospholipides ou pas de SAPL définie. On peut être amené à déclencher ou à poser l'indication d'une césarienne pour plutôt des raisons obstétricales ou alors une menace sur le plan maternel en raison de la pathologie. Et on va privilégier au maximum l'accouchement par voie basse, spontanée idéalement, si la situation le permet. Alors, il y a le cas particulier de ce syndrome des antiphospholipides de forme thrombotique qui impose une anticoagulation qui doit être maintenue avec un arrêt le plus court possible. Et dans ces cas-là, on est contraint vraiment de déclencher l'accouchement afin du coup de programmer cette suspension du traitement anticoagulant. Donc, on va arrêter l'aspirine 7 jours avant le déclenchement pour permettre la péridurale. On peut être amené à le poursuivre en cas de
de SAPL de forme artérielle ou d'antécédent syndrome catastrophique des antiphospholipides. Et puis, idéalement, on attend un arrêt de moins de 48 heures des anticoagulants pour ne pas surexposer les patientes à un risque thrombotique déjà présent au cours de la grossesse. Donc ça, on manage tout ça bien en amont avec les anesthésistes et les obstétriciens. Alors, dans le postpartum, on ne baisse pas la vigilance. Alors, on met une HBPM à dose préventive quand c'est nécessaire. S'il y a une césarienne ou une biologie antiphospholipide, par exemple, qu'on relayera ensuite par aspirine. On l'a vu, la reprise du traitement par HBPM à dose curative dans les formes thrombotiques de SAPL doit être la plus précoce possible, avec un relais par AVK quand il n'y a plus de surrisque hémorragique après J7. Et puis, on continue de surveiller nos patientes sur le plan clinique et biologique. Et puis, on va surveiller les enfants qui sont nés de mères porteuses d'anti-SSA pour le risque de lupus néonatal, mais qui est très, très faible, on le sait. Alors, pour l'allaitement, globalement, pas grand-chose à dire. Il y a beaucoup de molécules qui sont autorisées pendant la grossesse, qui le sont pendant l'allaitement. Alors, pas le rituximab, mais le belimumab, c'est possible. Attention à la corticothérapie si la patiente est en poussée et qu'elle nécessite une corticothérapie supérieure à 20 mg. On conseille un délai de 4 heures entre la prise et l'allaitement. Et puis, bien sûr, l'aspirine, l'héparine, l'hydroxychloroquine, les immunosuppresseurs autorisés pendant la grossesse sont autorisés pendant l'allaitement, de même que la warfarine qui permet la poursuite de l'allaitement. Alors, quelques mots de contraception qui est évidemment essentiel pour éviter les grossesses non programmées, mais qui ne posent pas trop de problèmes. Globalement, les progestatifs sont à privilégier et sont obligatoires, sont indispensables en cas de biologie antiphospholipide, les oestrogènes étant formellement contre-indiqués chez les patients qui ont thrombosé ou qui ont une biologie antiphospholipide ou un syndrome des antiphospholipides, avec la contraception orale, l'implant ou les dispositifs intra-utérins. Bien sûr, la pilule du lentement est possible aussi. La contraception mécanique étant la plus safe, mais évidemment la moins efficace. Et les œstrogènes peuvent être utilisés quand le lupus est calme, pas en poussée, bien maîtrisée, et bien sûr en l'absence de toute biologie antiphospholipide ou SAPL, à l'exception des patchs d'œstrogènes qui sont contre-indiqués par les recommandations anglaises et américaines en raison de concentration d'œstradiol un peu plus élevée. Alors, quelques mots de fertilité, où je vais là contredire ce qui a été dit auparavant. Mais bon, il y a quand même certaines études qui montrent que l'infertilité n'est pas plus fréquente dans le lupus à proprement parler que dans la population générale. Les principales causes d'infertilité dans ce cadre étant bien sûr l'insuffisance ovarienne induite par le cyclophosphamide, qui est bien sûr, on l'a vu, âge dépendant et dose dépendant. L'insuffisance rénale chronique qui peut induire une hypofertilité, et puis les aménorrhées séquelaires des poussées sévères. Alors, la prise en charge de cette infertilité dans le lupus, elle est tout à fait possible au même titre que les grossesses. C'est vrai qu'il y avait eu un questionnement par rapport à la manipulation hormonale et au surrisque de poussée de lupus et de thrombose, mais plusieurs études, alors qui sont sur des faibles effectifs, pour certaines qui s'enchaînent et pour d'autres qui sont plus récentes, sont vraiment rassurantes. Il n'y a pas de surrisque majeur de poussée de lupus et de thrombose, et finalement, le peu d'événements qui surviennent au cours de ces études, dans la majorité des cas, peuvent être liés à des non-adhérences des patientes au traitement ou des patientes qui n'ont pas informé leur médecin référent de ce projet d'AMP. Donc, c'est plutôt rassurant. Et donc, au même titre qu'une grossesse spontanée, l'AMP doit être programmée en concertation avec les médecins de la fertilité. Donc là, je ne reviens pas sur la prise en charge de la prévention de la gonotoxicité du cyclophosphamide, où c'est vrai qu'en pratique, il y a très souvent des analogues de la GnRH qui sont proposés, mais évidemment, je pense qu'on n'est pas très bon et qu'il faut qu'on adresse de façon plus systématique les patientes aux gynécologues qui sont spécialisés dans la fertilité. Donc, en pratique, si on doit avoir recours à des procédures d'AMP au cours du lupus, on maintiendra bien sûr l'hydroxychloroquine. On va exiger, tout comme une grossesse,
une activité maîtrisée du lupus depuis au moins 6 mois, sans antécédent d'atteinte sévère. Donc, une éventuelle corticothérapie sera maintenue à la même dose. Et en cas d'atteinte sévère, par exemple une atteinte rénale avec une persistance d'activité biologique, on peut introduire une corticothérapie et maintenir ou introduire un traitement immunosuppresseur afin d'encadrer la stimulation. Et puis, pour le syndrome des antiphospholipides, de la biologie antiphospholipide, là aussi, c'est quand même assez clair de la part de nos sociétés savantes. En cas de biologie ou de SAPL obstétricale, la stimulation est encadrée par une héparine à dose préventive. On introduit l'aspirine au moment de l'implantation. C'est des choses qu'on avait déjà proposées sur le plan français par le biais de la Société nationale française de médecine interne en 2014. Et puis, dans le SAPL thrombotique, on relaie bien sûr en amont de la ponction ovocytaire les AVK par de l'héparine à dose curative qu'on va interrompre de façon plutôt brève avant la ponction ovocytaire, et on introduit l'aspirine au moment de la plantation avec bien sûr une consultation préconceptionnelle en amont. Donc voilà, donc j'ai fini cet exposé. Donc, malgré l'amélioration considérable du pronostic, ces grossesses restent à risque et méritent d'avoir une surveillance étroite et d'éduquer au plus tôt les patientes en les rassurant et en les accompagnant dans leur projet de grossesse par le biais des consultations préconceptionnelles, et bien sûr aussi ces consultations, à mon avis, on doit faire vraiment un effort pour les consultations auprès des gynécologues spécialisés dans la reproduction. Et puis, on va stratifier le risque en fonction de chaque patiente en évaluant toujours l'activité du lupus et ses dommages causés, la biologie antiphospholipide, les anti-SSA et le traitement. Et puis, j'en profite pour vous parler du registre et du groupe de recherche sur les grossesses et les maladies rares, qui est dirigé par le professeur Costedoa Chalumeau à Cochin, qui est déjà en place depuis plusieurs années et dans lequel il y a déjà plus de 2000 grossesses avec certainement beaucoup d'études et de papiers qui seront proposés par la suite avec des données solides, puisque c'est un recueil vraiment prospectif et qui pourra peut-être permettre de répondre à toutes ces questions qu'on se pose, et notamment aussi un projet d'évaluer les enfants qui sont nés de ces mères avec des maladies auto-immunes et des traitements pour lesquels on se pose des questions. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Donc, on voulait vous proposer de réunir la table ronde et d'échanger autour de la table ronde de vos pratiques, parce que elles peuvent être d'une vision différente de notre monde de la médecine et la biologie de la reproduction, et faire que vous proposez qu'on interagisse de la même façon que l'on a fait ce matin, avec une intervention des différents acteurs de la table ronde, en lien avec le topo de Pauline Orquevaux. Je voulais proposer à Arsène Merquignan de prendre la parole. Merci beaucoup à Pauline, bien sûr, hein, pour ce topo. Alors moi, je voudrais recommencer avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier élément majeur aujourd'hui, hein, globalement, hein, dans toute la question grossesse, fertilité, c'est encore l'existence de beaucoup de dogmes, hein. C'est ce qu'a tout à l'heure un peu soutenu le docteur Éléphant, hein, sur la question médicamenteuse. Bah, c'est la même chose pour la grossesse. C'est-à-dire que le lupus, c'est une des maladies globalement pour la grossesse qui a énormément stressé et continue à stresser des générations d'obstétriciens et autres. Et ce paradigme de cette lupus a un peu déterré déteint sur toutes les autres maladies auto-immunes dont le risque pendant la grossesse est clairement largement inférieur, hein, en termes de risque, etc. Donc le lupus aujourd'hui, c'est simple quand même. Vous prenez les médicaments, vous n'avez pas de lupus grave, vous n'avez pas de lupus actif, il ne se passe pas grand-chose en fait, en vrai. Alors c'est quand même pas tout à fait vrai à 100%, mais enfin, c'est quand même ça. Et 90% des lupus, ça se passe très bien. Et c'est pareil d'ailleurs pour le SAPL. La question majeure est traiter, prendre les médicaments, femme observante, et pas, bien sûr, les formes graves qui deviennent enceintes.
Malgré cela, on a encore énormément de stress, si vous voulez, dont les femmes font encore vraiment, elles sont les victimes, hein, quelque part, parce qu'on a peur, le mot lupus, le mot SAPL, va donner tout un contexte extrêmement psychogène et majeur, parce que c'est un dogme. Donc, je fais partie des gens qui n'aiment pas les dogmes, parce qu'il faut voir la réalité en face. La réalité en face, c'est que quand les malades sont aujourd'hui bien suivis, qu'on n'arrête plus l'hydroxychloroquine comme on le faisait dans le temps, et qu'il y a bien sûr un certain nombre quand même de précautions, ça reste des maladies bien sûr à risque, mais c'est quand même pas du tout la même chose. Deuxièmement, alors, donc tout à l'heure, c'est nos collègues de Bordeaux qui ont fait un super topo, j'ai beaucoup apprécié, sur la question de la préservation de la fertilité, etc. Donc moi, je voudrais vous dire un truc très simple. Le CFA, vous prenez 95% des internistes, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ça, c'est déjà, commençons par les bases, hein. C'est-à-dire que, bon, l'AMH, on a tous un peu entendu parler, bon, d'accord, Mais mais encore pas même, tous. d'ailleurs pas tous, et déjà, pour commencer, on aimerait bien avoir une norme qui n'est pas claire non plus en fonction de, de qui on interroge. Mais alors, le CFA, je peux vous dire, hein, c'est moi, bon, qui suis intéressé un petit peu parce que j'ai commencé à travailler sur les fausses couches, je voudrais bien avoir combien d'internistes savent ce que c'est un CFA. Bon, par Mais expérience, d'ailleurs, vous très, très pouvez peu. peut-être réagir, Sandrine Francin, à ce propos. Moi aussi, ça m'a interloqué par rapport au topo. Mais il y avait quand même 50% qui ne Non, faisaient pas, personnellement, je pense qu'il y a un biais. À Bordeaux, ils sont 50% qui très ne bons. faisaient pas de bilan de réserve ovarienne. Oui, mais enfin, c'est C'était déjà beaucoup, ça? 45%. Donc, moi, je pense que soit ils sont très, très, très Elle peut bons, peut-être répondre. soit il y a une sélection. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Parce que c'était une enquête nationale, ce n'était pas que sur Bordeaux. On vous entend pas. On vous entend pas. Prenez peut-être votre micro de. Oui, oui, c'est vrai Oui, que la surveillance était plus fréquente déjà dans les centres d'AMP quand on bah les oui. passait. Mm. Chez les internistes, en fait, compte, dans la majorité des cas, il n'y avait pas de bilan. En fait, compte, ils le faisaient que si on leur demandait. Mais nous, on a interrogé que chez les moins de 18 ans. On n'a pas fait les adultes. Oui. Donc, Oui. on s'est vraiment arrêté que chez les enfants. Mais c'est vrai que les internistes ne faisaient pas de surveillance de la réserve Ils ovarienne. ne savent pas ce que c'est. Et voilà, Non, et il non. le faisait qu'il s'inquiétait, en fait, compte, il demandait probablement avis à un gynécologue, et à ce moment-là, quand il y avait du cyclophosphamide, il le faisait, et il faisait ce qu'on leur demandait, Oui. l'AMH et Et les ça, autres. c'est chez l'enfant de moins de 18 ans, et l'adulte, c'est très différent. Parce que, bon, moins de 18 ans, la question se pose beaucoup plus, tout ça, hein. Bon, là, on est un peu plus prudent. Chez le plus âgé, voilà, je souligne encore, ce que je sais par expérience, c'est que globalement, c'est un domaine, voilà, on ne sait pas très bien la fertilité, on ne se pose pas toujours la question, on ne connaît pas les circuits, c'est quand même important de le souligner, parce que, oui, on est sur les bases, hein. L'AMH et le CFA, c'est quand même les bases, hein. Donc, donc déjà, après, on peut aller sur d'autres choses beaucoup plus compliquées, mais donc ça, c'est la deuxième, on va dire, réflexion. La troisième réflexion pour moi, qui est très importante quand même, parce que bon, moi je fais par ailleurs beaucoup de fausses couches et d'échecs d'implantation, c'est que l'âge, tout le monde l'a souligné, on le sait très bien, bon, l'âge augmente, plein de problèmes et tout ce qu'on veut, hein. Mais là encore, c'est un dogme majeur. Et donc les femmes aujourd'hui, à 40 ans, j'entends vraiment des femmes qui reviennent, même des centres de PMA, où globalement on considère qu'ils sont vieilles. Donc je voudrais juste qu'on arrive si vous voulez, il y a des choses très importantes qui sont l'âge, ça c'est évident, mais d'un autre côté, il y a aussi un peu quelque chose qui est individuel, hein. Une femme de 38 ans n'a pas toujours la même réserve ovarienne, enfin là je parle sous réserve, qu'une autre de 32 ans. On a tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, eu un SUSAC d'une femme de 25 ans où j'ai demandé de faire un bilan réserve ovarienne et en fait elle était extrêmement mauvaise, alors qu'au départ on nous a dit que ce n'est pas la peine de la faire parce qu'elle a 25 ans. Donc je pense que c'est important, bien sûr, se dire que l'âge est l'âge, hein. Enfin, on ne va pas l'enlever, ça, mais qu'il y a quand même un petit peu de subtilité potentiellement à voir et que aujourd'hui, les femmes qui arrivent à 42, 43 ans, c'est aujourd'hui la réalité, hein. Donc, il faut aussi probablement considérer cet élément. Voilà, j'ai donné 3 dogmes qui sont aujourd'hui celles que je vois, hein. Donc, c'est le lupus, il faut dédiaboliser, dédramatiser. Toute la question oestrogène, alors là, sclérodermie, toutes les autres maladies, on s'en fout de l'oestrogène, hein. Donc, voilà, on est parti sur un des paradigmes, mais il ne faut pas non plus le généraliser et d'emblée extrapoler sur toutes les autres maladies quand même, hein. Et puis, il y a quelques autres dogmes qu'il faut un peu travailler, je pense, parce que c'est vrai que c'est quand même important. Voilà quelques réflexions. Alors, faut-il préserver la fertilité des femmes qui ont un lupus et lesquelles? Pour moi, la question, elle est simple. Alors, je suis peut-être un peu voilà, biaisé, mais personnellement, je considère que toute femme doit avoir une évaluation si vous voulez, de fertilité de base, hein. C'est pas très compliqué quand même, hein. Et une fois de plus, pour des raisons qu'on a dit tout à l'heure, elles vont des fois mettre très longtemps à reprendre une vie de femme, etc., etc. Et même si elles sont jeunes. Donc,
c'est pas très compliqué de faire un bilan d'évaluation s'il est standardisé. C'est pas, on va dire forcément qu'il faut après. Voilà. Mais ça, c'est mon opinion. Je sais pas si elle est Sophie vraie. Grémaud, elle veut réagir. Oui, non, moi je suis totalement d'accord. Je pense qu'à partir du moment où il y a un diagnostic de lupus ou de maladie auto-immune, où potentiellement il peut y avoir quelque chose, il faut qu'on les voit. Si la réserve est parfaite, on n'a pas besoin de faire quelque chose. Mais par contre, il faut qu'elles aient un suivi par un gynéco régulier, parce que le lupus induit plusieurs choses qui peuvent entraîner des complications et un suivi particulier. Et on ne ferait la préservation que s'il y a une altération de la réserve ovarienne. Et comme c'est 10, une altération peut arriver à 25 ans, comme à 40 ans, on peut avoir une très bonne réserve ovarienne. Après, statistiquement, on sait quand même en préservation qu'après 40 ans, on obtient peu d'ovocytes. Et nous, on en veut beaucoup pour obtenir une grossesse. Donc, on ne veut pas non plus leur vendre du rêve. Mais il faut qu'on les voit. Et que les taux de grossesse au-delà de 37 ans en assistance médicale à la procréation sont d'environ de 7%. Lupus ou pas lupus. Et il faut qu'on les voit pour leur parler aussi des alternatives qui existent. Parce que le don d'ovocytes, ça existe. Et c'est quelque chose qui marche bien. Et puis, ne serait-ce que plus âgé. Et au niveau de votre prise en charge de ces patientes, vous leur délivrez, parce que je suppose que vous avez beaucoup de choses à leur dire, mais vous leur délivrez une information spécifiquement dédiée au risque d'infertilité, et à quel moment? Pauline, tu veux peut-être… Alors, le risque d'infertilité, là encore, complètement d'accord avec Arsène Méquignan. Aujourd'hui, le pronostic d'un lupus et d'une grossesse, ça se passe très bien par expérience. Bon, il y a quand même des SAPL thrombotiques, ça se passe bien, mais qui sont un peu plus à risque de complications. Et alors après, je pense qu'effectivement, ça a été souligné, tout le monde ne fait pas de l'évaluation de réserve ovarienne en pratique, et ça, il faut qu'on le fasse plus souvent, mais globalement, dans les études qui ont été faites, les patientes n'ont pas plus de difficultés à concevoir au cours du lupus que quand on n'a pas de lupus. Donc, on les alerte pas forcément là-dessus, sauf bien sûr si elles ont des traitements à risque comme le cyclophosphamide. C'est pas quelque chose, c'est pas un risque qu'on leur expose au moment du diagnostic. C'est des questions qui doivent vous être souvent posées quand même, malgré tout, non? Oui, mais je vous dis, c'est pas quelque chose qui est clairement établi de notre côté. Le constat part toujours de la même chose, c'est que de façon générale, on n'a pas l'impression qu'il y a un surrisque important. Et donc, à partir de ce moment-là, on considère qu'il n'y a pas. Et donc là, toute la question et toute la balance, c'est faut-il, pour un pourcentage de personnes qui vont l'avoir, pour X raisons qu'on a dit, proposer oui, non. Donc voilà, des personnes comme moi considèrent que oui, d'autres non. Parce que la moyenne générale, c'est-à-dire les comparaisons des cohortes, là, j'interviens vraiment là-dessus de façon, il faut vraiment l'avoir en tête. Les études faites en général sont faites sans collègues spécialistes. C'est-à-dire que les études sur l'AMH, par exemple, là, moi j'ai revu, il n'y a pas d'études sur les images, les gens ne savent même pas à quel moment il faudrait faire une image. Donc, si vous voulez, il y a un mec qui a lancé l'AMH dans sa cohorte, parce qu'il avait du sérum, je ne sais pas quoi, et il ne s'est pas du tout préoccupé à quel moment il l'a fait. Donc, il y a quand même cette subtilité à bien avoir en tête, qu'une bonne partie quand même des études des internistes et de nos amis rhumatos sont quand même pas faites dans les règles de l'art, donc quelqu'un qui connaît bien la fertilité, la PMA, etc., parce que ce n'est pas notre monde, et puis voilà. Donc, c'est vrai, donc voilà, il y a bien sûr, mais de façon très globale quand même, majorité des cohortes montrent quand même qu'il n'y a pas un énorme lapse, en tout cas, overlap entre des problèmes de fertilité. Je crois que Mme Martinez voulait intervenir. Oui, je voulais réagir parce que je trouve que moi je gère des adolescents, je trouve que c'est compliqué d'annoncer une maladie chronique à l'adolescence où on a déjà du mal à gérer son corps et à se l'approprier, et en plus à faire rentrer à ce moment-là la notion d'éventuellement hypofertilité chez des patients qui finalement, quand on regarde, ne sont pas plus hypofertiles que les autres. Donc je suis très mal à l'aise en fait avec le systématique, c'est-à-dire qu'en fait, ça ferait presque partie d'un bilan systématique, mais le systématique pour nous, pour eux, c'est pas du systématique, et ça induirait une inquiétude énorme. Donc, je suis un petit peu mal à l'aise quand même. Est-ce qu'il faut l'introduire à l'adolescence et pas leur en parler plus tard, mais que vous l'ayez en tête parce que vous allez les suivre et puis après, vous allez les passer à un relais par un interniste adulte?
Non, on les passe à des gastro-adultes Oui. et où les grossesses sont comment dire, surveillées et ils ont des grossesses qui sont normales, on fait attention. Enfin, le risque, en fait, c'est la fausse couche sur une poussée ou l'accouchement prématuré sur une poussée. Mais c'est vrai que honnêtement, c'est compliqué. L'adolescence, c'est un moment compliqué. Je trouve qu'introduire ça pour un risque hypothétique ou parce que nous, on veut faire une étude, je suis un petit peu… Enfin, voilà, ça me laisse un peu perplexe. Je suis assez d'accord dans le contexte des maladies chroniques, alors surtout en plus au cours du lupus où il peut y avoir une atteinte de différents organes. On a déjà beaucoup de paramètres à gérer et à faire entendre aux patients, adhérer à son traitement, venir à ses consultations, se faire vacciner, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc si on énonce déjà énormément de choses, bon là la grossesse, la contraception, c'est évident, mais je pense qu'il faut être effectivement très délicat par rapport au fait d'aborder une potentielle infertilité qu'on n'a pas l'impression de rencontrer fréquemment. Et du coup, de faire des consultations systématiques qui sont très anxiogènes. Après, je pense malgré tout qu'on a quand même peut-être un effort à faire, mais il faut y aller étape par étape. Et une fois qu'on a réussi à stabiliser les choses et que se pose la question d'un projet de grossesse, effectivement, les évaluer en amont sur le plan de la réserve. Parce que néanmoins, à Clermont-Ferrand, on a travaillé sur la polyarthrite rhumatoïde avec les rhumatologues sur une cohorte, la cohorte Espoir, je ne sais pas si vous la connaissez. Les femmes qui avaient des poussées inflammatoires importantes avaient une réserve ovarienne qui était diminuée. Et on le retrouve quand même dans beaucoup de pathologies dysimmunitaires. Quand les poussées sont fréquentes et importantes, il y a quand même un impact sur la fertilité. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait creuser, que vous ayez à évoquer avec la patiente. C'est vrai que du systématique, c'est peut-être un peu trop. Moi, je vous dis, le fait de dire que les grossesses sont toutes normales, c'est parce qu'une fois de plus, comme toujours, ça dépend à quoi on s'intéresse et de quelle façon. C'est vrai dans une majorité. On n'est pas dans une population hypofertile majeure, donc on ne le perçoit pas forcément. Mais ce n'est pas malheureusement aussi vrai que ça, parce qu'une fois de plus, tout dépend de comment on regarde et avec quelle attention on regarde. C'est pas du tout la même chose. Hein. Par contre, bien sûr, l'adolescence, c'est très particulier. Alors là, moi, je ne fais pas d'adolescent, donc je ne sais pas. Hein. Là, c'est sûr que ça, c'est vraiment différent. Nous, on voit des femmes 25-30 ans. La question vient spontanément parce qu'elles se posent la question. Donc, nous, c'est un peu plus simple. Elles veulent aborder la problématique de la fertilité. Ça fait partie de leurs objectifs. L'adolescence, c'est sûr que là, c'est encore autre chose. Là, en fait, on les remplit, on leur annonce des choses à un moment où elles voient leur corps se transformer et où finalement, la procréation, c'est presque pas le problème. En fait. Leur problème, c'est d'exister. Donc, c'est pas si simple. Hein. Et c'est pour ça qu'il faudrait que, avant de proposer de façon systématique, effectivement, ce soit plus éventuellement les adultes qui les reçoivent à 18-20 ans qui leur proposent. Mais je trouve que faire un diagnostic de fonction ovarienne à l'adolescence, moi, je trouve que c'est précoce. Et j'avais eu une autre question. Enfin, là, c'est une question. Ce matin, on a parlé de l'Immurel pour les garçons avec un effet théorique mutagène et presque une proposition d'autoconservation avant traitement. Et chez la fille, finalement, le problème, il est complètement balayé. Donc, je voudrais savoir un petit peu ce qu'on propose à nos garçons, parce qu'effectivement, pour le coup, nos garçons vont être sous Immurel pendant des années. Est-ce qu'on les envoie parce que c'est facile et que c'est facile de préserver du sperme ou qu'est-ce qu'on fait? Je ne vois pas pourquoi c'est différent les filles et les garçons, là, pour le coup. Alors, Madame Aléphant peut peut-être prendre la parole, si elle le souhaite. Après, la spermatogénèse et la folliculogénèse, c'est différent. Hein. Mais ça, j'ai compris, mais c'est 3 mois. avant d'aller les envoyer se faire prélever du sperme, alors ils ont des problèmes avec leur adolescence, peut-être qu'on peut se dire que on peut arrêter l'Immurel et leur laisser 3 mois pour faire un bébé. Enfin, je me pose la question, quoi. Vous avez raison de vous poser. Vous avez raison de vous poser la question parce que c'est une bonne question et d'ailleurs prochainement nous avons en staff la révision de l'azatioprine à la fois chez la femme et chez l'homme là pour notre site internet et de fait nous allons aligner maintenant les concepts chez l'homme et chez la femme parce qu'on a eu un retard de mise à jour entre les deux, vous avez peut-être regardé, je ne sais pas. Toujours est-il que chez les femmes, actuellement, les données qui sont disponibles sur la descendance des femmes traitées tout au long de leur grossesse sous Immurel
autant pouvait être questionnante pour les raisons qu'on a évoquées de mutagénèse tout à l'heure. La réalité, une fois de plus, ne met pas en évidence d'effets à la fois malformatifs et aussi des effets à distance, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes greffées rénales qui ont été suivies pendant leur grossesse et dont on a suivi l'évolution, puisque ce sont souvent des niches qui reviennent voir leur néphrologue, et les néphrologues se sont intéressés au suivi de ces enfants, et les enfants maintenant sont très âgés, puisque l'immurel est un vieux médicament. Et le suivi, alors, n'est pas forcément fait d'une manière, peut-être un gold standard de suivi. Hein. Ce sont les mamans qui rapportent à leur néphrologue que leurs enfants vont bien. Ah oui. Donc là, ça peut s'améliorer, évidemment. Mais quand il y a des choses graves, des cancers, des choses comme ça, ou des malformations, les choses sont signalées par les parents, c'est évident. Donc actuellement, pour les femmes enceintes, l'aspect mutagène est écarté sur les critères dont on dispose actuellement. Et pour l'homme, ça va être pareil, en fait. Donc il n'y a pas d'indication à les envoyer se faire prélever du sperme. Jusqu'à présent, c'était une mesure qui est plus une mesure de précaution, parce que effectivement, c'est peut-être moins invasif pour même un jeune homme, mais quoique jeune homme, c'est difficile parce que moi, je rentre, parce que j'ai vu beaucoup dans des topos que j'ai faits auprès de vos collègues gastro adultes, aussi des choses très, très intéressantes sur l'image du corps chez les jeunes qui ont des muquis, et a fortiori lorsqu'ils sont opérés, lorsqu'ils ont des anastomoses, etc. Enfin, il y a tout un problème qui est lié au schéma corporel chez ces jeunes gens, dont il faut vraiment tenir compte. Mais c'est vrai qu'en théorie, c'est un peu plus facile chez un post-pubère garçon que chez une jeune femme de faire une conservation de gamètes. Hein, ça, c'est très clair. Mais ça va évoluer parce qu'en fait, au fond, ces risques théoriques, une fois de plus, qu'on a évoqués il y a très longtemps avec l'immurel, ne se concrétisent pas dans la pratique par la réalité d'un effet chez ces enfants. Donc, il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Et c'est la question que je posais tout à l'heure à Nathalie Rive. Combien faut-il et que faut-il comme endpoint pour lever les inquiétudes théoriques ? Parce qu'il faut se poser cette question-là. On ne peut pas laisser les patients avec une question permanente dont on ne sait pas exactement comment on va y répondre et quels moyens on va se donner pour y répondre. Parce que si on veut faire quelque chose collectivement aussi, il faut savoir à quoi on veut répondre. Voilà. Et au passage, j'en profite pour saluer Pauline Orquevaux et toute l'équipe de Reims. Voilà. Sandrine, France, vous voulez prendre la parole? Oui, justement, je voulais dire que chez les moins de 18 ans, je pense qu'en effet, il ne faut pas faire de surveillance de la réserve ovarienne. C'est vrai que ces marqueurs sont, en fait, pas du tout prédictifs d'une grossesse ultérieure, même s'ils sont altérés, mais que nous, en fait, en tant que préservation, on va vouloir faire de la prévention sur le risque éventuel après 18 ans du risque d'insuffisance ovarienne prématurée. Donc, en fait, c'est celle-là qu'on va cibler. Et comme on ne peut pas les cibler, je pense que c'est deux choses totalement différentes. Et je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas, avant 18 ans, je crois que si tout le monde est d'accord, il ne faut peut-être pas en parler. Même chez les jeunes qu'on voit avec des cancers, où on fait de la prévention entre 15 ans et 18 ans, ce n'est pas toujours facile. Elles ont du mal à différencier ce qu'on va faire de la prévention, de la grossesse. Mais je pense en effet qu'avant 18 ans, on va les impacter plus qu'autre chose et on ne saura pas forcément faire quoi que ce soit. Donc, et le risque, il est faible, jeune. On est complètement d'accord. Enfin, en tout cas, moi, je partage ça. Et l'image du corps, elle n'est pas impactée dans les Mickey que par les chirurgies, mais par tout ce qui va. C'est la maladie de la honte. Donc, rajouter une honte ou une inquiétude sur nos inquiétudes à nous, moi, je ne suis pas trop d'accord, en fait. C'est la maladie de la honte, vous dites? C'est la maladie de la honte. Bah oui, parce qu'ils vont aux toilettes. Ouais. Ça sent mauvais, il y a des gaz, et les garçons qui saignent, ils ont l'impression d'avoir leurs règles comme les filles. Donc si en plus vous rajoutez à ça le fait qu'on les envoie au sécos pour une séance de masturbation, je pense que franchement, avant de les envoyer au sécos pour ça, il faut être sûr de nous. Et juste pas les envoyer parce que on n'est pas maltraitant dans les séquences. C'est compliqué à l'adolescence et qu'avant de proposer des choses à ces ados, il faut que nous, on soit sûrs de nous et sûrs de ce qu'on avance. Et c'est pour ça que je suis d'accord. Moi, avant d'envoyer mes jeunes pour l'immurel, je vais d'abord être bien sûre. Oui. J'ai envie de pouvoir les regarder dans les yeux quand je les suis après. Est-ce que vous avez d'autres remarques, Madame Martinez? Oui, moi, je voudrais juste dire deux mots. C'est qu'il faut renforcer ce qui est dit sur le lupus. C'est vrai qu'il y a des lupus qui sont uniquement dermatologiques.
Et ces patientes, elles arrivent chez le gynécologue ou chez l'obstétricien, on leur pose des questions sur les antécédents, et elles disent « j'ai un lupus ». Et à partir de là, elles sont mises dans un cadre, alors qu'en fait, elles n'ont quasiment pas de signes systémiques, elles n'ont quasiment pas de manifestations biologiques, et elles peuvent avoir une contraception, une grossesse, enfin, tout de façon quasi normale. Donc, je crois qu'il faut bien faire la différence et connaître ces lupus cutanés. Et puis, deuxième question, c'était pour parler avec Madame Éléphant en particulier, mais avec tout le monde, avec les réserves que nous a fait la NSM il y a 2 ans à peu près, ou 2 ans et demi, sur l'hydroxychloroquine. Ah oui. Parce que quand même, les patients, ils lisent les choses. Mais oui. Et je dois dire qu'alors que tout le monde sait, enfin tout le monde dit que le Plaquenil, c'est indispensable pendant la grossesse, etc., la NSM nous a quand même sorti, entre guillemets, un texte. Et il y avait d'ailleurs eu une réponse de toutes les sociétés de médecine interne, de dermato, de rhumato et d'utrate. Mais c'est quand même un peu, dans certains cas, je trouve que c'est un peu difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est non seulement difficile, mais c'est exactement la situation qu'on a évoquée ce matin avec le Cellcept chez les hommes traités. La préservation, oui ou non. Donc, je répète une fois de plus que la prudence est nécessaire, en particulier pour les nouveaux médicaments. Quand il y a une alerte sur le plan théorique, c'est nécessaire. Néanmoins, on voit bien que la NSM est dans une optique qu'on peut comprendre, qui est une optique de précaution maximale, etc., qui des fois frise un peu le surréaliste, et c'est le cas de l'hydroxychloroquine, où finalement les données actuellement disponibles ne vont pas du tout dans le sens de ce qui a été exhumé d'un vieux dossier d'AMM de l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire son pouvoir mutagène. Voilà un Je peux être exemple. très provoque, Madame Éléphant. Pourquoi à la NSM, il n'y a pas un représentant du CRAT systématiquement sur ces questions-là? Alors, je vais vous raconter un peu ma vie personnelle. J'ai créé en 1996 un groupe qui s'appelait Reproduction, grossesse et allaitement, que j'ai créé à la NSM, ça s'appelait l'AFSAPS à l'époque, où nous étions 30 experts multidisciplinaires. Donc, il y avait des gens comme tous ceux qui sont là autour de cette visio et d'autres. Et donc, ce groupe a travaillé sur toutes les classes pharmacothérapeutiques, à l'exception de 2 ou 3 classes, et nous avons revu toutes les AMM. Malheureusement, le 10e de ce que nous avons travaillé est sorti dans les RCP, donc dans le Vidal. Le reste est resté dans les tiroirs de l'AFSAPS à l'époque. Et progressivement, nous sommes tombés sur un obstacle énorme, qui était celui de l'introduction dans le droit français des AMM européennes. Donc, toutes les difficultés qu'on a eues pour faire passer un certain nombre de messages que je vous fais passer en ce moment avec plaisir, etc., je les ai fait passer évidemment à mes collègues de la commission d'AMM en son temps. Et il a fallu que je recommence ce travail au niveau de l'Europe. Donc, c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai porté notre grille d'évaluation des médicaments chez la femme enceinte au niveau européen. Ça a été validé en 2008. Le problème, c'est que cette estimation et cette évaluation n'est pas toujours faite par les agences de différents pays, en particulier les pays rapporteurs des dossiers d'AMM, qu'elle est très méconnue et que c'est une bataille infernale que d'essayer de modifier les AMM, ce d'autant qu'elles ne sont pas faites comme nous travaillons en France sur des classes de médicaments, on faisait tous les bêta-bloqueurs, on faisait tous les antiparasitaires de telle classe, etc. Parce dans les AMM européennes, on travaille par molécules. Donc, ça n'a aucun sens de changer un bêta-bloqueur quand vous en avez 15 sur le marché, parce qu'il y en a un qui aura une bonne AMM et pas les 15 autres. Donc, voilà. Donc, le CRAT ne fait presque plus partie des instances réglementaires actuellement, puisque c'est très, très difficile. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles nous avons créé notre site Internet. D'accord. Voilà. Merci. Madame Doutre, il me semble que Jackie Sayas, tu avais une question à poser à Madame Doutre. Non, elle ne m'entend plus, Jackie. Très pratique. Oui, je t'entends. Vous ne m'entendez pas? Si, mais on ne te voit plus, donc. Et là, tout est bon. Non, je voulais savoir, parce qu'on a évoqué donc, le fait que finalement, il n'y a pas une infertilité avérée chez ces patientes. Et tout à l'heure, Marie Pradès a évoqué l'indication de MIV dans les formes actives de LED, quand il y a donc des risques thrombotiques et qu'on ne peut pas envisager une STIM. Donc moi, je voulais un petit peu vous poser cette question. Personnellement, je sais que je n'aurais pas opté pour aller proposer une MIV dans ce contexte, puisque la crise va passer et qu'a priori, on peut très bien avoir une autre option, mais j'aimerais avoir vos avis là-dessus, sur cette indication.
Pas forcément Madame Doutre. Ah, oui, non, pas forcément moi. Ce qui ressort dans la littérature sur la MIV, c'est surtout dans le cas d'ovarite auto-immune, pas dans le cas vraiment d'instabilité de la maladie, parce qu'on arrive toujours à se débrouiller avec les internistes pour trouver un traitement adaptable. C'est vraiment qu'on ne peut pas stimuler parce que les ovaires sont résistants à la FSH. Et pour l'instant, c'est les seules indications qui ressortent un peu dans la littérature, mais ça reste que des case reports. Et l'ovarite auto-immune, elle est stable ou il y a des crises, enfin des crises aiguës plus importantes? Alors, l'ovarite auto-immune… C'est une ovarite qui… Ouais, en général, elle est diagnostiquée déjà en amont et plus dans les pathologies surrénaliennes. Globalement, on définit une pathologie surrénalienne et on estime qu'il y a une ovarite auto-immune parce que le diagnostic, il est histologique. Et on sait qu'au bout de 5 ans, en moyenne, on va avoir une vraie insuffisance ovarienne. Donc, c'est dans cette marge de manœuvre de 5 ans qu'il faut essayer de le faire. Mais oui, donc ça devient vraiment une indication. Tout le problème de l'ovarite auto-immune, c'est son diagnostic. Très bien. Alors, Madame Doutre, on n'a pas discuté du psoriasis, par exemple. Est-ce que dans le cadre du psoriasis, vous êtes amené à proposer des préservations de la fertilité à des femmes ou pas? C'est-à-dire, c'est ce qu'on parlait ce matin pour les hommes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de traitements, la cyclosporine, les anti-TNF, mais les anti-TNF, on a vu que bon. Et c'est vrai que la cyclosporine, on l'utilise quelquefois, mais de façon assez brève. C'est pour ça que je posais la question de la durée du traitement ce matin. Mais c'est vrai que c'est des pathologies quand même qui vont nécessiter un traitement pendant longtemps. Mais actuellement, on a beaucoup de traitements dont on a parlé, d'anticorps monoclonaux, de biothérapie, etc., qui n'ont pas, jusqu'à preuve du contraire, d'effets trop importants. Et c'est vrai que chez une femme jeune, on évite absolument le méthotrexate et qu'on ne le prescrit qu'après la ménopause ou chez un homme plus âgé. Est-ce que je peux vous poser une question à propos du psoriasis? Quelle est la place actuellement de l'acitrétine encore? Est-ce que vous prescrivez beaucoup d'acitrétine? Alors, je sais bien que ça pose problème chez les femmes jeunes, mais sa place d'une manière générale? Peu. Peu, parce qu'on a à l'heure actuelle beaucoup d'autres molécules plus efficaces et peut-être moins, qui posent moins de problèmes justement chez la femme jeune. Et donc, peu. D'accord. Par contre, nous, on a le problème, mais ce n'est pas du tout le sujet ici, que vous connaissez bien, de l'isotrétinoïne dans l'acné, mais ça, c'est un autre souci. Ouais. Moi, je l'ai avec mes adolescents, par exemple. Mes Mickey, elles sont traitées par le dermato. Oui. Et là, dans ces cas, est-ce que vous pensez à la préservation de la fertilité ou pas du tout? Non. Non, mais là… À l'effet tératogène, certes, mais pas à la préservation. Non, la contraception déjà. Oui, la contraception. Oui, bien sûr, la contraception. La contraception. C'est évident, avec des mesures maintenant très, très strictes. Oui. Les filles, on doit les voir tous les mois, et les garçons, on doit aussi maintenant les voir tous les mois en consultation. Oui. Et docteur Martinez, est-ce que vous aviez d'autres commentaires à faire? Non, moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme journée, j'ai appris plein de choses. Et quand même si nos patients, on n'a pas l'impression qu'ils soient moins fertiles, ou ça demande quand même, ça allume une lumière et je pense que ça apportera de l'attention. Oui. En tous les cas, ça va nous ouvrir un chemin pour travailler ensemble et peut-être que l'on définisse de façon consensuelle à la fois des parcours de prise en charge pour des situations bien particulières, bien définies, et puis effectivement, mieux communiquer entre nous au sein de vos sociétés savantes, et pourquoi pas mettre en place des études de recherche clinique qu'Arsène Micquignon proposait. Il y a tellement de questions encore pour lesquelles on n'a pas de réponse, que des études sur des grandes cohortes, elles peuvent tout à fait s'envisager. Alors, c'est sûr que chez l'homme, c'est plus facile au niveau cellulaire d'aller étudier les spermatozoïdes parce qu'on les retrouve plus facilement que d'aller voir si c'est les cellules folliculaires ou l'ovocyte qui présentent des particularités, mais ça se suit également d'une façon ou d'une autre. L'AMH est aussi un très bon marqueur chez l'adulte pour permettre de voir l'impact. Très bon marqueur, même s'il est discutable, mais un des marqueurs, quoi. Donc, des études peuvent tout à fait s'envisager au sein de sociétés savantes. Enfin, je pense qu'on a
tout à y gagner à travailler ensemble pour avoir des réponses à nos questions. Et effectivement, pas proposer de façon excessive la préservation de la fertilité, puisque on n'est pas là pour induire non plus du stress, comme vous l'avez bien expliqué, ni des angoisses au sein des adolescents. Ce n'est absolument pas notre but. Après, c'est sûr que l'adolescent, on le vit pour le cancer, les cancérologues, les oncologues ont déjà toute une phase en amont de discussion avec l'adolescent pour le préparer à venir au sécos. Il n'est pas envoyé au sécos du jour au lendemain, demain tu iras faire ton prélèvement de sperme. Ils ont déjà discuté avant par de nombreux entretiens sur la faisabilité ou pas de ce prélèvement par rapport aux garçons. Mais ce n'est pas le même enjeu. C'est-à-dire que moi, mon enjeu, c'est l'Immurel au long cours. Bien sûr. Où, a priori, oui. Finalement, il n'y a pas de problème. Oui. Alors que les hématologues, il y a un vrai problème. Un problème d'hypofertilité, ce n'est pas le même enjeu. On est d'accord. Voilà. Et quand il y a des indications, l'adolescent, il faut effectivement bien le préparer en amont. Ça, je suis d'accord. Est-ce que je peux poser une question, Madame Martinez? J'en profite qu'on a des spécialistes sous la main. Je voulais savoir, parce que j'en ai parlé il y a fort longtemps d'ailleurs à des gastro-entérologues de la région de Bordeaux. Je connais un peu la réponse, mais je reviens à la charge avec. Est-ce que vous avez des essais cliniques dans les Mickey, alors indistinctement, avec la cyclosporine ou le tacrolimus à la place de l'Immurel? Alors, nous, on a fait une petite étude rétrospective dans notre service avec le tacrolimus. Mais c'était plus sur l'efficacité et certainement pas sur la fertilité. Non, mais je parlais d'efficacité. Excusez-moi, Voilà. je n'ai pas été précise. C'est sur l'efficacité. Donc, c'était une étude rétrospective qui montrait qu'en fait, c'était efficace et que l'efficacité se perdait, qu'il y avait une perte d'efficacité avec le temps. Ah, d'accord. Voilà, mais c'est vraiment un petit effectif. Parce qu'effectivement, le relais, en fait, l'option, l'alternative pourrait être dans les traitements Immurel au long cours, parce que ça pose d'autres problèmes au long cours quand même, effectivement. Bon. Et donc, c'était peut-être d'envisager s'il y avait des nouveaux essais qui pouvaient inclure des substances qui ne sont pas mutagènes précisément, qui ont le bénéfice au long cours, effectivement, de ne pas donner des effets secondaires à distance comme l'Immurel chez les sujets traités très longtemps, et qui, en plus, pouvaient avoir le bénéfice du problème de la fertilité. Ça aurait été un beau package. Donc, non, vous me dites qu'il y a juste un essai, mais ça, c'était chez l'enfant, chez vos jeunes patients. Chez l'enfant, oui, c'était nos patients. Et c'est vrai que du coup, une fois qu'on a montré ça, on a moins prescrit de tacrolimus. D'accord. Après, Elisabeth, comme tu sais, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais aujourd'hui, la molécule qui monte, c'est les JAK inhibiteurs. Dans toutes les maladies immunologiques, c'est ça aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il va falloir que aussi nos amis de la PMA travaillent et réfléchissent là-dessus. C'est ça l'ère qui s'annonce. Oui, tout à fait. Nous, pour l'instant, ce qui marche bien, c'est les anti-TNF avant les anti-JAK. Oui. En place l'Immurel. Oui. Et d'ailleurs, c'est très bienvenu d'ailleurs. Des cohortes nationales de suivi de patients, vous n'avez pas en fait. Dès que vous commencez un nouveau traitement au niveau national, vous ne commencez pas des cohortes nationales? Alors, pour ce qui est des anti-TNF, il y a le laboratoire a mis en place il y a maintenant plus de 10 ans une cohorte prospective internationale de suivi des anti-TNF dans les Mickey, avec un volet grossesse aussi. C'est-à-dire qu'il faut déclarer toutes les grossesses et déclarer comment vont les enfants des patients. Donc, et ça tourne depuis plus de 10 ans. Nous, on a une centaine de patients inclus dans le registre. Et en parallèle, il y a des patients sous Immurel. Enfin, voilà. Et ce registre, d'ailleurs, a montré que les cancers, les lymphomes, etc., c'était plus l'Immurel que les anti-TNF. Les anti-TNF, c'était plus les infections, mais tout ce qui était cancer, lymphome, etc., c'était plus l'Immurel. Donc, on a ça en cours. Nous, on participe à ça. Voilà. Sur la grossesse, vous avez plein de cohortes, globalement sur tous les médicaments. Par contre, ce qui est en amont, si en fertilité, vous n'avez quasiment rien. C'est aussi simple que ça. La grossesse, voilà, il y a des cohortes évidemment sur tous les médicaments. On est pour nous en médecine interne jamais interrogé. Par contre, en amont, à ma connaissance, il n'y a rien. Il y a une étude là de l'espoir, justement, ou de la cohorte espoir, où ils ont vu que les hommes SPA, là, ils ont vraiment fait les spermos, machin truc, que les hommes SPA, ils avaient une fertilité qui est moins importante. Pour X raisons, il y a différents facteurs, mais c'est peu étudié en général. Tout à fait.
Parce que moi, j'ai découvert ces cohortes-là, elles sont quand même exhaustives. C'est pour ça que si vous voulez, en termes de recherche, si on doit faire un point sur la recherche, c'est pas si compliqué en fait. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez, il y a une cohorte, vous êtes un NERCEP, 600 malades inclus en France, le laboratoire qui gère ça, c'est extrêmement simple d'associer à la cohorte où il y a déjà tout le recueil C'est pour ça que je clinique, lance l'idée. juste un espèce de, voilà, chez Le les hommes questionnaire. qui sont Oui. d'accord, questionnaire, spermogramme, machin. Oui, oui. C'est pas Chez des choses l'homme, très c'est très compliquées. facile. Chez la Chez femme, l'homme, c'est en plus tout cas difficile. chez l'homme. Ouais, ouais, ouais. Et chez la femme, AMH-CFA ou je sais pas, une Oui. consultation. Mais oui, Et oui. ça. Moi, je pense qu'on peut tout à fait s'associer et faire ce type d'études par rapport aux questions essentielles à poser. Bon. Est-ce que Jackie, tu as d'autres commentaires? Jackie, elle sort de l'obscurité. Non, moi, je suis enchantée, pas du tout. Je suis enchantée de cette journée. J'ai trouvé que les échanges étaient passionnants et ça nous a appris beaucoup de choses. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes présentes et les personnes qui ont été orateurs et ainsi que celles qui ont participé à cette table ronde parce que finalement, je retiens que ce n'est pas si grave, que l'infertilité, elle n'est pas majeure et qu'on ne va pas non plus s'activer pour prévoir des vitries fauveau à tire-larigot à Noël-Eudé. C'est ça? Et plein de spermatozoïdes congelés, par contre, Jackie. Non. Non, mais par contre, on travaille aussi sur... Enfin, il n'y a quand même pas de consensus clair, quoi, que les sociétés savantes unissent et qu'elles écrivent des consensus, que l'on monte des études de cohorte avec des questions sur la fertilité, parce que ça, on s'en rend compte en discutant à chaque fois avec nos collègues spécialistes, c'est que la fertilité, lui, elle n'est pas connue. Oui, elle n'est pas interrogée dans les cohortes. À chaque fois qu'on doit aller vers une cohorte, c'est toujours la grossesse et l'enfant né, comment se porte l'enfant né. Le suivi des enfants à long terme, on ne l'a pas, mais comme on ne l'a pas tellement non plus dans notre spécialité. Hein, mais bon, ça, parce que c'est trop dur à mener. Mais déjà, si on commence par le début, à écrire au sein des sociétés savantes un protocole assez consensuel sur la prise en charge, la préservation de la fertilité autour des pathologies auto-immunes et de mener des protocoles de recherche, on a déjà avancé. En tout cas, un grand merci parce que c'était vraiment très riche. Ce n'est qu'un début, on aura d'autres collaborations. Si vous êtes d'accord, on reviendra vers vous par rapport à ces échanges. Oui. Oui. Hein? Laurence, oui. Je ne sais pas du coup si tu souhaites, mais je pense que ça serait bien de dire qu'il y a aujourd'hui un rapport sur les causes de l'infertilité qui est en cours. Beaucoup de gens ont été auditionnés parmi ceux qui se sont exprimés aujourd'hui. Et bien évidemment, on a tous veillé à ce que l'effet potentiellement toxique de certains médicaments soient inclus parmi les causes à rechercher et à évaluer. Donc, c'est vraiment un sujet qui tient à cœur et qu'on porte tous ici. Un rapport national qui est en train d'être fait à la demande du ministère de la Santé, en fait, sur mieux diagnostiquer et mieux lutter contre les infertilités. Et donc, ça va faire 2 mois et demi, 3 mois que nous avons passé des petites soirées à faire des auditions et donc le rapport est en cours de rédaction. Et suite à cela, il y aura, nous l'espérons, des actions possibles, notamment pour mener des projets de recherche autour de cette thématique. C'est pour ça que c'est important ici d'en faire état, je pense. Voilà. En tout cas, on pense que l'on sera entendu autour de cette thématique, parmi d'autres, hein, parce que l'infertilité, il y a tellement de causes, mais l'endométriose fait partie aussi, par exemple, des priorités, comme ça a été évoqué hier soir par Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas que l'endométriose. En tout cas, un grand merci. Je vois que Catherine Guillemin est connectée également. Et merci de cette première journée Blefco-Sécos. On peut travailler ensemble et c'est vraiment un vrai plaisir qu'on travaille ensemble, Blefco-Sécos. Beaucoup des Blefco sont aussi Sécos. Tout à fait. Voilà. Quand on a les deux casquettes, c'est vraiment très, très agréable de travailler ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup. Catherine, le mot de la fin ou... Alors, le mot de la fin, donc moi aussi, à mon tour, je voudrais remercier tous les participants pour la pertinence et la qualité de tous ces échanges. Remercier aussi les sponsors JCD, Merck, Air Space, Cooper Surgical, sans qui l'organisation de la journée aurait été beaucoup plus compliquée. Je voudrais remercier bien sûr les organisateurs. J'y ai pris part, mais de manière quand même assez indirecte. Et je crois que ça partait vraiment d'un constat
que nous avions assez peu de demandes de consultation ou de préservation de la fertilité pour des patients qui étaient pris en charge pour des maladies auto-immunes. Donc, cette journée, c'est vraiment la première étape d'une meilleure collaboration entre les disciplines dans le but d'affiner vraiment les stratégies d'information et de préservation de la fertilité mieux adaptées aux patients. Alors, j'ai relevé au cours de cette journée l'importance des échanges interdisciplinaires. J'ai retenu des remarques et des expressions assez percutantes des praticiens. Je cite, « Il y a un trou sur la question de l'impact sur la fonction gonadique. Il y a un manque de culture colossal. Il y a une méconnaissance des avis et des circuits. Nous avons une information insuffisante en amont des greffes de reins et nous sommes à côté de la plaque. » Donc, ce ne sont que des citations, je ne ferai pas de commentaires, mais du coup, les propositions pour avancer, c'est bien sûr, dans un premier temps, au niveau des pratiques et des circuits patients, la proposition de la consultation d'information, c'est assez simple, c'est réalisable. La consultation de suivi, la consultation de transition, comme ça a été plusieurs fois cité au cours de la matinée, la consultation dans le cadre d'un projet parental, la consultation préconceptionnelle, au cours des difficultés citées comme des difficultés de sexologie aussi, ça c'est une première proposition. Après, comme ça a été soulevé à plusieurs reprises, la mise en place de réels travaux collaboratifs, c'est à initier, la notion de task force a été citée, travail interdisciplinaire nécessaire, la proposition de travaux scientifiques, multicentriques, avec une méthodologie solide et un maillage des professionnels, ainsi qu'un soutien du CRAT. La première molécule peut-être d'intérêt, ça serait le CELSEPT, et j'ai noté qu'avec la richesse des échanges, il y avait peut-être là déjà une source intéressante de rédaction de quelque chose qui pourrait mettre en avant l'importance du sujet, l'étendue des interrogations actuelles et la nécessité d'approfondir la question. Ce que je conclus aussi, c'est que les pathologies auto-immunes, ça met là aussi en avant les femmes, ça touche 8 femmes sur 10 personnes concernées, donc c'est une problématique majoritairement féminine. Pour les hommes, le fait d'être large sur les indications, ça ne pose pas de problème parce que les circuits sont déjà en place. La possibilité de faire une préservation de la fertilité, elle est réelle et elle se fait vite, ça se fait en urgence. Il y a aussi pas mal de messages contradictoires qui mériteraient un travail plus approfondi, en particulier la question de l'utilisation des agonistes de la LHRH. Il y a beaucoup de questions à défricher et l'importance au final, c'est d'avoir une attitude qui soit la plus juste pour les patients et les patientes. Donc, de notre côté, en tant que société savante, nous allons avoir à porter l'information et la communication sur ces questions au niveau de nos CHU, nos régions, de nos sociétés savantes concernées. Je crois que les topos seront disponibles sur les sites Blefko-Secos à partir du moment où les orateurs auront donné leur accord. Donc, ça, c'est déjà une chose importante pour permettre à des personnes qui n'auraient pas pu assister aujourd'hui de se tenir au courant de ce qui a été dit au cours de cette journée. Voilà ce que je voulais vous dire et comme ça a été assez intense au fil de toute cette journée, je vous propose d'y mettre fin en remerciant encore tous les participants pour la qualité de cette journée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux échanges dans le domaine. À bientôt. À bientôt, merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci.